Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de retrouver cette nouvelle vidéo. Rappelez-vous, j'ai lancé il y a quelques mois maintenant un format de vidéo qui s'appelle Pourquoi j'aime et dans lequel à chaque vidéo, je vous présentais 3 films et je vous expliquais pourquoi est-ce que j'aimais ces films. Pour l'instant j'en ai fait 2, j'ai fait 2 épisodes, je me rappelle plus trop des films. Allez voir dans la playlist, voir s'il y a des films qui vous intéressent desquels je parle. Et donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour un 3e épisode. Je précise aussi avant de commencer la vidéo qu'il n'y aura aucun spoiler, donc si vous n'avez pas vu ces 3 films, vous pouvez regarder la vidéo sans problème. Commençons avec le premier film de la vidéo, donc le premier film sur 3. C'est un film assez connu et j'en ai d'ailleurs plusieurs fois parlé sur la chaîne. C'est un de mes films préférés, le film La Ligne Verte. La Ligne Verte à la base c'est un roman de Stephen King en plusieurs épisodes, il me semble qu'il y en a 6, des petits livres comme ça. Et l'histoire a été adaptée au cinéma en 1999 par Frank Darabont qui est nul autre que le réalisateur des Évadés, une autre histoire de Stephen King qui a également du coup été adaptée au cinéma, un autre chef-d'œuvre. D'ailleurs peut-être que je ferai une vidéo où j'inclurai les Évadés dedans, pourquoi pas. Et avant toute chose, avant que j'oublie, je tiens à dire que ce film est disponible sur Netflix depuis peu. Donc si vous voulez vous le refaire, c'est une bonne occasion. La Ligne Verte, ça raconte l'histoire de Paul Edgecombe, le gardien-chef du pénitencier de Cold Mountain. En gros, le travail de Paul et de ses collègues, c'est veiller à ce que tout se passe bien, entre guillemets, dans le couloir de la mort, le couloir qui doit amener les détenus condamnés à mort jusqu'à la chaise électrique. Et c'est également eux qui s'occupent des exécutions. Jusqu'à ce qu'un colosse nouveau détenu condamné à mort arrive au pénitencier, John Coffey, et Paul et ses collègues, pas tous, se rendront compte que John Coffey n'est pas celui qu'il prétend être. Pourquoi j'aime ce film? Évidemment, on va faire simple, mais on va déjà parler des talents d'acteurs dans ce film, du casting qui est waouh. Ils sont pas nombreux à être connus, il y en a que 2 qui sont vraiment connus. Tom Hanks qui à l'époque n'avait fait comme film connu que Philadelphia, Forrest Gump, Apollo 13 et Il faut sauver le soldat Ryan. Bon, je dis que, mais c'est déjà énorme, hein, évidemment. Qui est évidemment excellent dans ce rôle, c'est un de mes rôles préférés de Tom Hanks, évidemment, avec Forrest Gump, c'est sûrement le premier. Et évidemment, encore mieux, parce que oui, il y a mieux que Tom Hanks dans ce film, Michael Clarke Duncan, qui à l'époque n'avait fait que Armageddon, enfin, il n'avait pas fait que Armageddon, mais dans les films connus, il n'avait fait que ça, qui est évidemment exceptionnel. C'est sans aucune hésitation possible sa meilleure performance, son meilleur rôle, son meilleur personnage, tout ce que vous voulez. Je vous ai parlé tantôt de Frank Darabont, qui avait du coup déjà réalisé à ce moment-là Les Évadés, quelques années plus tôt. La réalisation de La Ligne Verte, elle est assez similaire, je trouve, à celle des Évadés, hein. On voit clairement que c'est le même réalisateur, honnêtement, ça se constate facilement, ça se comprend facilement. Et comme pour Les Évadés, La Ligne Verte, évidemment, la réalisation est absolument parfaite. Le film est quand même assez long, il dure 3 heures et 9 minutes, ce qui est quand même pas mal, et pourtant, il est assez bien rythmé, je trouve, même si le scénario ne le permet pas trop, c'est pas un blockbuster d'action, je sais pas quoi, mais ça reste bien rythmé, et chaque seconde nous tient en haleine, tant elles sont importantes, chaque seconde est importante, et chaque seconde est forte en émotion, en humour, en plein de choses en fait. C'est pour ça que aussi que j'aime bien ce film, c'est qu'il mélange plein de choses. Comment parler de La Ligne Verte sans parler des personnages qui sont cultes ou qui sont géniaux, qui sont détestables? Bref, il y en a vraiment beaucoup, il y en a pour tous les goûts. Évidemment, John Coffey, c'est pour moi le meilleur personnage du film, incontestablement. Il est poignant, il est émouvant. Paul Edgecombe aussi, hein, le personnage de Tom Hanks, qui est très charismatique, je trouve, très attachant également. C'est vrai que c'est un petit peu le surréalisme du gardien de prison, hein. Évidemment, aucun gardien de prison n'est comme ça, hein, on l'a vu dans Les Évadés. Autre personnage aussi, c'est le 3e, c'est pas mon préféré, mais c'est un personnage que je trouve très bien écrit, très bien amené à l'histoire, je trouve. C'est Percy Wetmore, le gardien absolument détestable et vraiment, évidemment, je déteste ce personnage parce que, voilà, on le déteste tous, c'est humain, mais en soi, en tant que personnage, je trouve qu'il est indispensable parce que, bah voilà, sans lui, s'attacher à John Coffey, ce serait beaucoup plus difficile, je vais dire, et ça aurait dû être introduit de manière beaucoup plus subtile, alors que voilà, avec Percy, bah c'est bon, il suffit d'une phrase et on s'attache au personnage qu'il attaque. Et Dieu sait qu'il en attaque beaucoup des personnages dans ce film. C'est un peu comme le personnage de Tom Felton dans La planète des singes. Sans lui, les singes, on s'y attache pas forcément, mais grâce ou à cause, bah, on s'attache directement aux singes. Bah là c'est exactement pareil. Évidemment le film est extrêmement touchant en général, voilà, du début à la fin. Il faut même pas attendre la fin pour pleurer, même si c'est vrai que la fin est... Et évidemment c'est le moment le plus triste du film, ça c'est clair et net. Il y a quand même beaucoup de moments émouvants, que ce soit au début, au milieu, à la fin. C'est régulier, mais voilà, ça reste dosé de manière très raisonnable, je vais dire. J'en ai fini pour La Ligne Verte, comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à le revoir, il est sur Netflix. On passe du coup au 2e film des 3 de la vidéo, on passe maintenant au film non moins culte Scarface. Pour ceux qui ne le savent pas, à la base Scarface est un film sorti en 1932, oui, et le film que nous connaissons tous avec Al Pacino est sorti en 1983,
et c'est un reboot en fait du film original. Reboot tellement au-dessus du premier film qu'on en a oublié le premier film et on pense tous que le reboot est le seul film Scarface qui ait vu le jour. Scarface, comme je l'ai dit, c'est un film sorti en 1983 réalisé par Brian De Palma, que vous connaissez je pense. Le film raconte l'histoire de Tony Montana, hein, le fameux dealer de drogue cultissime que tout le monde connaît, et on va en fait tout au long du film assister à l'évolution de Tony Montana pour ce qui est du dealage de drogue, si je puis dire, à Cuba. Pourquoi j'aime ce film? Eh bien évidemment, pour commencer, Tony Montana, personnage iconique et absolument génial, interprété par une légende du cinéma, un des meilleurs acteurs qu'on ait jamais vu sur cette terre, un de mes préférés, évidemment Al Pacino, qui à l'époque avait déjà fait pas mal de trucs bons. Il avait fait Le Parrain, il avait fait Serpico, il a fait Le Parrain 2 aussi avant Scarface. C'est évidemment un acteur d'exception et il fait encore des films aujourd'hui, hein. Récemment on l'a vu, enfin plus récemment, je vais dire ça entre guillemets, on l'a vu dans Insomnia de Christopher Nolan et très récemment on l'a vu dans Once Upon a Time in Hollywood et dans The Irishman. On revient direct dans ce film, il y a des scènes assez hard, assez compliquées à regarder et elles sont quand même très réalistes, c'est pour ça qu'elles sont compliquées à regarder finalement. La première scène qui me vient à l'esprit, et elle vous vient tous à l'esprit si vous avez vu le film, je vais pas spoiler, mais c'est évidemment la scène de la tronçonneuse. C'est une des scènes au cinéma qui m'a le plus marqué de ma vie. Évidemment la scène finale du Say Hello to My Little Friend, évidemment j'ai pas spoiler encore la scène. C'est une scène cultissime, c'est la scène la plus culte du film, c'est une scène géniale, bourrée de suspense. Surtout elle se termine de manière très inattendue, on va se mentir, c'est un twist assez cool. Un autre truc sympa dans le film, c'est la bande originale, je la trouve très cool, elle est bourrée de musique des années 80 qui sont assez divertissantes, assez entraînante, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'on peut s'ennuyer, c'est vrai que le film peut manquer de rythme, c'est un peu dommage, mais ça n'enlève rien à l'excellentissimité du film. Je viens d'inventer un mot. Passons au troisième et dernier film de la vidéo, du coup un film aussi culte, mais qui est noyé dans toutes les adaptations cultes de ce personnage, donc de Dracula. Je parle du film Dracula de 1992. Évidemment, je pense que vous connaissez l'histoire, entre guillemets, de Dracula. À la base, c'est un roman écrit en 1897 et depuis, il a été adapté des dizaines et des dizaines de fois au cinéma et plus récemment à la télévision. Quand on prend tous ces films, toutes ces séries de Christopher Lee à Clive Bang, évidemment, le film ou la série, enfin bref, l'adaptation qui est incontestablement la meilleure, c'est évidemment la version de 1992 avec Gary Oldman. Pourquoi? Selon moi, déjà, c'est la plus rythmée, c'est la mieux mise en scène, je vais dire. C'est quand même réalisé par Francis Ford Coppola qui a réalisé la trilogie Le Parrain. C'est quand même pas rien. D'ailleurs, on peut comparer la réalisation de Dracula avec la réalisation du Parrain. C'est assez similaire, mine de rien. C'est lent, c'est musical, c'est surprenant, etc. Donc, c'est vrai que c'est assez similaire, je trouve. Et comme le Parrain a une excellente réalisation, évidemment, Dracula aussi. Ce qui fait quand même la plus grande force de ce film, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, c'est le casting. Évidemment, un casting 5 étoiles avec un Gary Oldman qui, à l'époque, n'avait pas fait grand-chose. C'est pour moi sa meilleure performance, sans hésitation. Hein. Il a fait des bons films quand même, il en a fait beaucoup, des bonnes interprétations. Il a fait Léon, Harry Potter, Le Cinquième Élément, La Planète des Singes. Donc voilà, il a fait plein de bons films et il était excellent dans tous. Il y a également Winona Ryder dans ce film qui avait déjà joué dans Beetlejuice, film que j'adore, et Edouard aux mains d'argent, film que j'adore aussi. Sans oublier Keanu Reeves qui à l'époque n'avait fait que Point Break, je pense, et Anthony Hopkins qui s'était déjà fait connaître avec Elephant Man et Le Silence des Agneaux. Donc là vous allez me dire oui, bon, sur papier c'est bon, mais si ça se trouve à l'écran c'est pas bon. Bah si, à l'écran c'est excellent, évidemment. Pour la mise en scène, pour le casting, pour les scènes horrifiques qui sont très impressionnantes à voir, je trouve, pour les costumes qui sont géniaux d'ailleurs, les décors, la scène finale, enfin le combat final, waouh. Il faut parler de ce film, il faut conseiller ce film aux générations futures, des films d'une aussi bonne qualité. Je suis pas sûr qu'on en aura encore de sitôt. Oh la phrase de rageux que je viens de sortir. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner à la chaîne, bref vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à me proposer dans les commentaires les films que vous voulez voir dans les prochains épisodes de Pourquoi J'aime. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau top 10, d'ici là je vous dis à très bientôt. Salut.